Cette conférence de presse est donc organisée par le PARDEM, le Parti de la démondialisation, et vise à présenter les candidats de notre parti dans les 28 circonscriptions de la Normandie. Les candidats qui vont être en lice sur le Calvados seront à la tribune, au milieu, Jacques Nikonov, qui est candidat à la présidentielle pour le Rassemblement pour la démondialisation, et c'est lui qui va ouvrir cette conférence de presse. Bien, bonjour à tous, bonsoir plus exactement. Alors le PARDEM, le Parti de la démondialisation, est un nouveau parti politique qui s'est créé au mois de février de cette année. Nous avons quelques mois d'existence et nous allons plonger dans le bain des élections 2017, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle et des élections législatives. Nous sommes un nouveau parti, nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Aucun d'entre nous n'a jamais été un permanent d'un parti politique ou d'un mouvement politique quelconque. Nous rassemblons des hommes et des femmes de tous les jours, des salariés, des agriculteurs, des commerçants, des professions libérales, des enseignants, des médecins, des ouvriers, des employés, des jeunes, et nous couvrons la totalité de la sociologie de la population active. Nous sommes à l'image du pays. Et le titre de ce parti, Parti de la démondialisation, bien entendu, suscite, et c'est fait pour cela d'ailleurs, suscite parfois des interrogations. Parce que un certain nombre de personnes peuvent se dire, mais comment est-il possible d'être contre la mondialisation, puisque vous voulez démondialiser? Autrement dit, vous êtes contre la mondialisation. Mais, nous dit-on, la mondialisation est un phénomène. Certains disent, la mondialisation est là. Cette profondeur d'analyse qui est toujours surprenante, certes, mais d'où vient-elle? Quel est son but? Nous ne parlons pas, bien entendu, quand nous parlons de mondialisation, nous ne parlons pas du mouvement séculaire des populations. Nous ne parlons pas des mouvements séculaires, des échanges commerciaux, des échanges culturels. Ça n'est pas cela, la mondialisation dont nous parlons. La mondialisation dont nous parlons, c'est la mondialisation néolibérale. Ça n'a strictement rien à voir. La mondialisation néolibérale, c'est une stratégie politique qui a été décidée par les classes dominantes de la triade, c'est-à-dire les classes dominantes du Japon, des États-Unis et de l'Europe, après les événements de 1968, précisément pour reprendre en main une situation qui leur échappait, parce qu'il y avait la conjonction de différents phénomènes, la décolonisation qui se poursuivait, qui s'accélérait, des mouvements sociaux, en particulier à l'initiative des syndicats extrêmement puissants dans le monde entier, qui faisaient d'ailleurs la jonction avec des mouvements de jeunesse. Et puis l'existence également d'un bloc soviétique, quelle que soit l'opinion que l'on porte sur ce système, il empêchait le développement des marchés et l'extension de l'activité des firmes multinationales, dont il les privait finalement de profit. Il fallait donc reprendre la main, il fallait rediscipliner toute cette population ouvrière, toute cette jeunesse, tous ces pays en voie de développement qui s'étaient organisés dans le mouvement des pays non alignés. Il fallait rediscipliner, reprendre la main, et pour cela,
une stratégie politique s'est mise en place progressivement par un jeu classique d'essais-erreurs dès les lendemains de 1968 et même un petit peu avant. Et cette politique de démondialisation, parce que la mondialisation néolibérale, c'est la stratégie politique des classes dominantes. C'est la forme nouvelle prise par le capitalisme. Elle repose sur 3 piliers qui vont s'imposer petit à petit. D'abord, le libre-échange, dont on voit aujourd'hui l'impasse, puisque, vous le savez, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est une institution moribonde. Raison pour laquelle on ne parle plus d'accords multilatéraux, mais d'accords bilatéraux entre les États-Unis et un certain nombre d'organisations asiatiques, ou le CETA, Canada-États-Unis, ou le TAFTA, États-Unis, Union européenne. Le libre-échange vise à faire baisser le coût de la main-d'œuvre. Il vise à mettre en concurrence les salariés des différents pays pour faire baisser les prix. Il vise à mettre en concurrence les systèmes sociaux, pénalisant les pays disposant de régimes sociaux favorables, qui ne peuvent pas assumer la concurrence avec des pays qui n'ont pas de protection sociale. Ça, c'est le premier pilier. Et on a vu comment le libre-échange a été mis en place à partir de 1994, et la création de l'OMC, et ensuite toutes les politiques qui ont été développées. Et puis le deuxième pilier, c'est la globalisation financière. La globalisation financière repose sur la croyance que la liberté de mouvement des capitaux va permettre une amélioration radicale des allocations d'actifs, permettant un développement économique beaucoup plus fiable, efficace, durable que l'arbitrage public. Il fallait donc faire échapper les mouvements de capitaux à l'intervention de l'État, au rôle de l'État, sortir l'État des mouvements de capitaux, placer l'économie sous le contrôle des mouvements de capitaux, placer les finances publiques sous le contrôle des mouvements de capitaux. On voit le résultat. Dernière crise de 2007, 2008, 2009, de laquelle nous ne sommes pas encore sortis, avec une montée de l'endettement, contrairement aux pronostics, aux promesses qui avaient été faites. Et puis le troisième pilier, qui couronne le tout, c'est la mise en place d'un réseau d'institutions multilatérales reposant sur des traités internationaux, celui qui organise le Fonds monétaire international, celui qui organise l'OMC, la Banque mondiale, l'OTAN, l'Union européenne, bien entendu, qui ont pour objectif d'éliminer la souveraineté des nations. Parce que les classes dominantes de la triade ont compris très vite que le meilleur moyen de pérenniser leur système de domination était d'interdire, par ces traités internationaux, la souveraineté des États, c'est-à-dire la possibilité pour des pays de choisir des politiques différentes de celles des politiques néolibérales. Et il faut dire que le grand succès remporté dans cette vaste opération géopolitique a été la mise en place de l'Union européenne, qui a capté les souverainetés, dilué les souverainetés. Ce qui fait que, par exemple, nous n'avons plus la maîtrise de nos frontières, de notre politique monétaire, de notre fiscalité, etc. De la politique commerciale, on l'a vu récemment. Donc, la démondialisation, c'est sortir de ce système. C'est sortir de l'ordre néolibéral mondial.
Et c'est sortir de manière unilatérale, c'est-à-dire sortir pays par pays. Nous ne croyons pas aux contes pour les enfants et qui nous expliquent qu'un mouvement mondial coordonné, convergent, permettra de sortir de l'ordre néolibéral mondial. Bien sûr, nous le souhaitons, nous l'espérons, nous formons des vœux, mais ça n'arrivera pas. Si ça arrive, tant mieux. Mais nous ne comptons pas sur ce genre d'illusion. La seule stratégie qui vaille, c'est la sortie unilatérale, c'est-à-dire pays par pays, de ce système. Démondialiser, c'est ça. Démondialiser, c'est sortir du libre-échange, c'est sortir de la globalisation financière, c'est sortir des traités internationaux. Voilà à quoi correspond la démondialisation. Pourquoi faire? Pour résoudre les problèmes. C'est pas compliqué. Parce que si on veut résoudre les problèmes principaux, qui sont le chômage, la montée des inégalités et de la pauvreté, les problèmes de l'environnement, les problèmes de la démocratie, eh bien, il faut sortir de ce système. Si on ne sort pas de ce système, on ne règle aucun problème. On le voit depuis des années. Tous ces problèmes n'ont rien de nouveau. Ils ne sont pas réglés parce que le courage pour prendre les décisions de démondialisation n'existe pas dans la caste politique. Voilà donc notre objectif, celui de la démondialisation pour résoudre les problèmes. Ça n'est pas là de l'idéologie, c'est un point de vue tout à fait pragmatique. Si on veut résoudre les problèmes, il faut en passer par là. Alors, c'est la raison pour laquelle nous nous présentons aux élections pour la première fois. Nous voulons briser cette omerta sur la mondialisation néolibérale et sur la nécessité de la démondialisation. Nous voulons faire avancer nos idées. Nous voulons rassembler les démondialisateurs, parce que dans la population, un très grand nombre de citoyens sont des démondialisateurs. Ils ne le savent pas tous, pas encore. Mais dans leur comportement, dans leur discussion en famille, avec les amis, ce qu'ils disent, c'est qu'ils en ont assez de cette classe politique, de ces élites qui tiennent les commandes depuis des décennies et qui sont incapables de résoudre quoi que ce soit. Il faut donc les balayer. Tel est notre objectif, balayer les élites qui dirigent le pays, l'establishment, comme on le dit outre-Manche et outre-Atlantique. Et les élections sont un bon moment. Notre objectif, plus précisément, c'est de barrer la route aux duettistes de l'alternance autour des Républicains et de leurs satellites, l'UDI, etc., et du Parti socialiste et de ses satellites, les Verts, etc. Nous voulons les faire tomber. Mais si nous les faisons tomber, ce qui est en train de se profiler pour les élections, qui prendra la relève? Il y a trois postulants. Il y a M. Mélenchon, il y a M. Macron, et il y a Mme Le Pen. Aucun de ces trois postulants, c'est-à-dire qui espèrent être présents au deuxième tour pour challenger le candidat qui sera élu. Aucun de ces trois candidats ne présente des garanties solides pour résoudre les problèmes. Aucun ne se prononce clairement sur la mondialisation néolibérale. Ils ne font pas la bonne analyse des causes des problèmes. Dès lors, ils ne proposent pas les solutions efficaces permettant de résoudre les problèmes, c'est-à-dire la démondialisation. Et parmi la démondialisation, il y a évidemment la sortie de l'OTAN, la sortie de l'euro
et la sortie de l'Union européenne. C'est au cœur des problèmes. Tout candidat, tout parti politique qui ne met pas en avant de manière claire et nette la sortie, la nécessité de la sortie de l'euro de l'Union européenne, entraîne les citoyens dans une impasse. Et aucun des trois candidats que je viens de nommer, Mme Le Pen, M. Macron, M. Mélenchon, ne disent clairement les choses. Certes, Mme Le Pen dit, en tout cas on a l'impression qu'elle veut sortir de l'euro de l'Union européenne. En réalité, quand on regarde de près, elle dit, elle conditionne la sortie de l'euro et de l'Union européenne par la France par la nécessité de sortir groupé de l'euro. Sortir groupé, ça veut dire, dans l'esprit de Mme Le Pen, qu'il faut plusieurs pays en même temps qui sortent. Elle a peur que la France sorte seule. Elle n'a pas confiance dans la France, dans sa force, dans sa capacité d'affronter ces difficultés. Elle se met à la remorque des oligarques. Elle veut négocier, comme elle le dit, la souveraineté de la France. Désolé, on ne négocie pas la souveraineté de la France. Ça ne se négocie pas. Madame Le Pen raconte des balivernes. Si on prend M. Macron, ce vilain petit marquis, c'est le représentant direct des grandes affaires de la haute finance dans le système politique. Il a été injecté par les grands financiers dans le système politique français pour amuser la galerie, pour créer des diversions. Il ne faut pas, évidemment, lui faire confiance. Il a un vieux programme, il a de vieilles idées, des idées du 19e siècle, les idées néolibérales, les plus vieilles et les plus éculées, qui ont déjà montré depuis des décennies leur inefficacité. Donc, M. Macron, du balai. Et puis, M. Mélenchon, c'est pareil avec chacun leurs différences. Mais M. Mélenchon évite de dire clairement les choses. Il noie le poisson. Et donc, nous ne faisons absolument pas confiance à M. Mélenchon. M. Mélenchon, c'est le Tsipras français. C'est-à-dire qu'il a du verbe, mais au moment fatidique, il va annoncer la reddition. C'est tout à fait clair. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents à ces élections, élections présidentielles et élections législatives, dont aujourd'hui nous avons l'occasion d'annoncer la première série de candidats en Normandie. Nous serons présents partout. Et il est clair, mais je vais laisser la parole maintenant à mes camarades, il est clair que nous voulons mettre un sérieux coup de balai en Normandie. Il faut faire place nette, il faut nettoyer la Normandie. Il faut renouveler les responsables politiques en Normandie et nous allons leur donner du fil à retordre pendant cette campagne des élections législatives. Je termine sur un mot. L'élection de M. Trump aux États-Unis, dont moi personnellement, si j'avais été un citoyen américain, je n'aurais voté ni pour M. Trump, ni pour Mme Clinton. J'aurais voté carton rouge, comme au football, c'est-à-dire l'arbitre qui sort le carton rouge quand un des joueurs a commis une faute. Il faut les sortir du jeu. Parce que les deux ont leur turpitude, à la fois personnelle et dans leur comportement politique. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la signification politique qu'évidemment on masque aujourd'hui, après cette élection. La signification politique, c'est que le peuple a voulu s'engager dans un mouvement brutal d'élimination des élites et des symboles des élites, dans un mouvement balbutiant de démondialisation.
Les élites françaises et européennes devraient, mais nous ne croyons absolument pas qu'ils seront capables de le faire, en tirer la leçon. Nous avons compris qu'il fallait, eux aussi, les éliminer politiquement. Ils ne retiennent rien. Pourtant, en 2005, il y a eu le référendum gagnant en France. Ils sont passés dessus sans en tenir compte. Il y a eu le Brexit. Ils sont en train de manœuvrer pour empêcher la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et puis on voit qu'aujourd'hui, avec ce vote aux États-Unis, on le présente comme la montée des populismes. Mais non, c'est pas ça. C'est la montée, avec des contradictions, du sentiment qu'il faut démondialiser. C'est comme cela qu'il faut analyser les choses. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pardem, on pourrait en conclure que le Pardem n'a qu'une série de slogans disant qu'il faut démondialiser et redémondialiser et toujours démondialiser, mais il y a déjà un vaste programme plutôt détaillé qui figure sur le site internet du Pardem, et les plus courageux pourront s'y plonger, puisqu'il y a déjà plusieurs centaines de pages expliquant comment on sort unilatéralement de l'Union européenne, de l'euro, et un programme en 10 points qui fera l'objet d'ailleurs demain et dans les 3 jours qui viennent, qui sera l'objet de l'université d'automne du Pardem qui se tient à Anel-sur-Mer, à quelques kilomètres d'ici. Donc je passe la parole à Yves Rouillet, qui est le chef de file du Pardem en Normandie et qui va nous indiquer les candidats qui vont représenter les couleurs de la démondialisation en Normandie. Bien, donc effectivement, je vais vous donner lecture un peu donc, des candidats qui vont porter les couleurs du Pardem dans toute la Normandie, dans les 28 circonscriptions de Normandie. Donc je vais commencer par l'Orne, Maurice Engrand, qui sera candidat dans la première circonscription, qui est ici. François Bagnier, qui est là-bas, qui lui se présentera donc dans la seconde circonscription de l'Orne. Et Willy Pugère, qui n'est pas là ce soir, mais qui représentera la troisième circonscription de l'Orne. Il y en a 3 là-bas. Hein. Dans la Manche, dans la première circonscription, Éric Marc, qui est ici, présente la première circonscription, j'ai dit. David Douai, qui est absent, qui représentera la deuxième circonscription. Anthony Cotentin, qui est là-haut, à gauche, qui représentera la troisième circonscription. Donc, j'ai oublié de dire ce qu'ils étaient. Maurice est électronicien retraité. François est en recherche d'emploi. Willy Pugère, c'est un cadre privé télécom. Eric est un enseignant retraité, musicologue. David Douai, c'est un vendeur en menuiserie. Anthony Cotentin, ici, est technicien d'industrie. Après, on a un jeune qui a 20 ans, qui s'appelle Valentin Meury, qui est étudiant en musique. Il arrive. Bon, très bien. Ça, c'est donc les 4 circonscriptions de la Manche. Dans la Seine-Maritime, on a un facteur retraité qui s'appelle Henri Douai. Voilà. Jean-Michel Cordat, qui est un auto-entrepreneur, qui sera dans la deuxième circonscription. André Emmett, qui est professeur des écoles, qui sera dans la troisième circonscription. Michel Quinet, qui est un ingénieur retraité, qui arrive aussi, et dans les embouteillages aussi, enfin, et donc qui est sur la quatrième circonscription de la Seine-Maritime. Benoît Martin, qui est un cadre de France Télécom, qui sera dans la cinquième circonscription. Isabelle Cloveau, qui est professeure, sera dans la sixième.
Thomas Geoffrey, c'est comme ça qu'on dit, non? Geoffrey Thomas, qui était électricien dans la 7e circonscription. Joël Perrichot, qui est ici, sera dans la, qui est donc gérant de société informatique, qui sera dans la 8e circonscription. Vincent Delacroix, qui est un fonctionnaire retraité, qui sera dans la 9e. Et Valérie, qui est ici, qui est assistante et qui sera dans la 10e circonscription. Donc il y a 10 circonscriptions en Seine-Maritime. Entre Rouen et Le Havre, ça fait effectivement pas mal de monde et de circonscriptions à couvrir. Dans l'heure, on a Claire Mercaillou, qui est chercheur, qui est dans la 1re circonscription. On a RL Pignol, qui est manipulatrice en radiologie, qui sera dans la 2e circonscription. Julien Levavasseur, dans la 3e circonscription, qui est technicien d'exploitation. Émir Kershi, qui est employé de banque, qui sera dans la 4e circonscription. Et Patricia Saint-Georges, qui est là, juste derrière, qui est retraitée, employée de l'audiovisuel, qui sera aux Antilles, dans la 5e circonscription. On vient au Calvados. Donc, dans la 1re circonscription, on a ici Michel Aumonier. Donc, Michel, je te laisse te présenter. Ça va être une présentation très rapide. Hein. Donc voilà, je vais avoir 56 ans le 24 décembre prochain. Je suis surtout papa d'une petite fille de 6 ans et ben voilà, c'est aujourd'hui pour cette raison que je me mets en mouvement, en espérant effectivement quelque chose d'un petit peu meilleur qui puisse arriver à nos enfants et à nous-mêmes. Sinon, donc voilà, tu l'as dit, hein, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, je suis psychologue du travail, donc chercheur également, et chercheur de bonheur en fait. Bonsoir, moi c'est Thibaut Bertillard, j'ai 30 ans. Du coup, je suis conseiller clientèle pour Enidis, ex-ERDF, ex-EDF. Donc moi j'habite If, dans l'agglomération caennaise. Je me suis engagé essentiellement parce que j'en avais un peu marre de cette situation politique, avec une classe politique un peu dominante qui décide un petit peu de tout. Et aujourd'hui, l'argent est au centre de tout et ça commence à être usant. On sait que le profit ne peut pas être à terme la solution pour tout le monde. Donc moi j'ai souhaité m'engager pour ça. J'ai 58 ans, je suis responsable d'une équipe dans une entreprise de service public qui a abandonné, qui est passée d'une entreprise de service public à une délégation de service public. Je me suis engagée sur un territoire que je connais bien, Ouistreham, Deauville, Honfleur, puisque ma famille maternelle est issue de cet endroit-là, hein, dans tout ce qui est poisson, hein, sur la zone de Trouville, donc c'est un endroit que je connais particulièrement bien. Après quelques années dans cette entreprise où j'ai plutôt milité syndicalement et avec un abandon devant le manque d'offres, je dirais, d'activité, le manque d'offres syndicales, et surtout avec une entreprise qui a signé un accord avec une baisse de la masse salariale hein, après, au moment des 35 heures. Donc j'étais en errance politique hein, et j'ai rencontré le Pardem avec le livre de Jacques. C'est ton livre « Sortons de l'euro » qui, après lecture de ces pages, j'ai dit tiens, voilà enfin une offre politique intéressante, voilà quelque chose qui croise ce dont j'avais envie depuis longtemps, et j'ai décidé de reprendre mon bâton de maréchal. J'ai 6 petits-enfants et je suis très inquiète de tout ce qui se passe, donc voilà, je veux passer quelques années à donner en tant que citoyen, à apporter une pierre à l'édifice. Moi j'ai 65 ans. Quand je regarde bien, c'est moi le plus vieux de cette affaire-là. Dans le Calvados. Alors moi je suis effectivement désormais paysan, un tout petit paysan, mais j'ai des chevaux, des trotteurs, hein, bien connus dans la Normandie. Hein, voilà. La particularité, c'est que il y a 1 an et demi, on s'est présenté aux élections départementales sur la région sur le canton de Courseulles. C'était la première fois qu'on se
frotter, on va dire, à la population et aux élections, enfin voilà, politiques. Et bon, expérience qui a été relativement satisfaisante et qu'on a décidé de renouveler pour ces élections législatives, donc là, évidemment, sur la circonscription donc, de Bailly. Bonsoir, je suis Dumont Lyonnais, j'ai 54 ans, je suis électricien aussi de métier, et comme beaucoup de gens, ça fait 30 ans que je vois la disparition des services publics en vrac. Tout est explosé, laminé, supprimé, négocié au rabais. Et c'est une situation qui commence à m'exaspérer franchement. Je ne sais pas du tout de quoi demain sera fait dans ce pays. On s'est battu cette année pour le maintien des pompiers et on s'aperçoit que ça fait partie des maillons qui sont en train de sauter. Cette semaine, c'était les infirmières qui étaient dans la rue. On voit que tout le système médical est en train de s'écrouler. Et pourtant, c'est tous ces services publics qui faisaient le socle de ce pays. Donc, j'ai décidé de m'engager politiquement parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, le Bardem est le seul parti qui revendique haut et fort ce socle qui était issu du CNR, du Conseil national de la résistance, et qui permet, je pense, de réduire toutes les inégalités qui peuvent apparaître entre les gens. C'est de fournir aux gens ce minimum vital qui permet de vivre en société de manière correcte. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'inspire. Et je n'ai pas trouvé de concurrence dans tous les partis politiques qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de programme. D'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, le débat politique en France est vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'idées neuves. C'est que du bobo. Il y a une petite idée sur qui a piqué la bagnole du voisin, mais à part ça, il n'y a rien. C'est vraiment triste aujourd'hui la politique dans ce pays. Donc, je pense qu'on ne peut qu'améliorer le fric. Pourquoi je me présente comme vous disiez Yvan, il n'y a pas beaucoup de partis qui vont dans le sens où on veut aller. On est complètement à l'opposé dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Que ce soit dans tout ce qu'on voit. Donc c'est pas facile de s'exprimer. Je suis pas trop habitué à ce genre de choses. Donc, voilà. Yves, veux-tu rajouter quelques mots sur comment la mondialisation frappe les citoyens en Normandie, puisque cette campagne concerne les circonscriptions de la Normandie pour le moment, puisque évidemment, vous vous doutez bien que le Bardem ne va pas présenter des candidats qu'en Normandie, mais pour le moment, on est ici, donc comment est-ce qu'il y a des exemples à donner, comment tu peux illustrer le fait que la mondialisation a frappé la Normandie et à quel niveau? Donc, je crois qu'Yvan en a parlé un petit peu, mais même un peu tout le monde finalement. Là. Cette mondialisation, comme l'a expliqué Jacques, nous emmène vers des chemins qui sont extrêmement en mauvais état, on va dire comme ça. On a affaire à un certain nombre de politiques, de gens qui font de la politique. Je pense à M. Morin, M. Dupont, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, dans son bureau, à la suite de l'action importante qu'on a menée sur les sapeurs-pompiers, puisqu'il veut supprimer 6 casernes de sapeurs-pompiers volontaires, parce qu'il nous dit qu'il faut rationaliser. La mondialisation, c'est une obligation. Vous rêvez tout le bout. Non, on ne rêve pas, monsieur. C'est vous qui nous en déambulez. Et il finit par il nous dit mais si j'étais au pouvoir, je dis attendez, vous êtes sénateur, vous n'êtes pas au pouvoir? Il dit attendez, c'est quoi être au pouvoir alors? Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont dans la place, ils sont assis dans le ciel. Moi, je suis arrivé en 90 dans le Calvados, j'ai toujours vu ces gens-là. Ils sont là depuis
Mathusalem, quoi. Enfin, un coup, alors vous avez pu remarquer, effectivement, Jacques, il n'a pas dit, mais le programme qu'on propose, ça traverse, effectivement, ça met de côté ce fameux clivage gauche-droite. Hein, et quand on y regarde bien, entre ce que nous dit Jean-Léonce Dupont dans son bureau il y a 1 mois et demi, on a là les éléments, on les a reproduits ici. Il faudrait augmenter la TVA, il faut supprimer les impôts sur les entreprises. Il y a trop d'impôts, mais bon, par contre, on va voir, la TVA, c'est pas tout à fait un impôt, effectivement, non, c'est quand même, in fine, qu'on veuille ou non, une manière de ponctionner la totalité des gens qui n'ont déjà pas beaucoup d'argent. Ça, au moins, c'est clair. Donc, vous avez un gouvernement qui, effectivement, dit, moi, j'ai l'Union européenne, la mondialisation qui me dit il faut supprimer les services publics, il faut arrêter, diminuer la dotation globale de fonctionnement. Et vous avez un Jean-Léonce Dupont qui dit moi j'ai plus beaucoup d'argent, donc je rationalise, je diminue tout ça, je supprime dans tous les sens. Donc c'est une connivence tout à fait évidente. Alors, maintenant on nous représenterait avec, on nous dirait avec les Bruno Le Maire, puisqu'il est sur la Normandie, et candidat à la primaire, il nous explique qu'il faudrait supprimer enfin, c'est la droite qui le dit en général, il faudrait supprimer entre 300 000 et 500 000 emplois dans la fonction publique. Ben, effectivement, nous, on pense que c'est exactement l'inverse, et on le pense, mais avec les gens du cru. Mardi dernier, on était dans la rue en train de manifester avec les gens de la santé. C'est en Normandie, en ce moment, une école d'infirmières qui va fermer, alors qu'on a besoin de ces écoles d'infirmières. Quand on pose la question aux gens, aux infirmières, enfin, la dame, elle enseignait dans cette école, elle explique, je posais la question, je dis, mais est-ce que... J'ai vu que vous aviez écrit que tous les gens que vous avez formés depuis les 2 ou 3 dernières années, ils ont tous un boulot. Et elle me dit, oui. Et je dis, alors, est-ce que vous allez être transféré ailleurs? Elle me dit, non, c'est supprimer. Et pourtant, il y a besoin. Et on ne tient pas compte là du déficit énorme d'emploi dans les services publics, et dans la santé notamment. C'est légion. Donc, ça, ce sont des faits normands précis qui montrent que cette mondialisation néolibérale nous emmène, nous, en Normandie, sur ces errements-là. On a la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'est une partie des communes de Normandie. Alors, le pire, c'est chez Cazeneuve. Cazeneuve, tout le monde le connaît maintenant. Il est député de Cherbourg, en vacances, puisqu'il est ministre de l'Intérieur. Et donc, la loi NOTRe, ils ont décidé tranquillement, sans poser la question aux citoyens, de supprimer les communes comme ça. C'est extraordinaire. En termes de démocratie, bonjour, quoi. On a vu, il y a quelques 6 mois, les agriculteurs normands, c'est assez rare, plutôt les Bretons qui se bougent le plus. Mais là, en l'occurrence, c'est les Normands qui ont fait fort pour se battre contre cette politique du lait. Là encore, c'est assez rigolo, puisque celui qui a, disons, mis en place la liquidation des quotas laitiers, ce qui permettait d'avoir des prix à peu près corrects, c'est Bruno Le Maire en tant que ministre de l'Agriculture à l'époque. Donc, il y a effectivement un tas de choses qui effectivement, dans cette Normandie, qui méritent effectivement de changer ces personnels politiques. Pour nous, c'est donc le coup de balai. Ça, c'est sûr que ce soit ceux dits de droite, ceux dits de gauche, qui font la même politique depuis des années, qui liquident les services publics, qui bloquent les salaires, qui bloquent les retraites, et qui pour autant laissent monter les profits d'une manière éhontée.
tout ça, effectivement, oui, on est là, nous, en Normandie, ici, les candidats, pour dénoncer tout ça et mettre un grand coup de balai dans cette caste politique, quelle qu'elle soit. Voilà. On va vous remettre un dossier de presse et puis vous signaler évidemment que pendant 3 jours, on est à Nesle-sur-Mer et que si la curiosité vous prenait d'en savoir plus sur le contenu et si le temps de votre métier qui doit être assez compliqué dans ces contrées rurales vous y autorisait, eh bien vous pourriez en savoir plus. En tout cas, cette université d'automne, elle n'est pas faite que pour les convaincus et elle a été construite de manière à ce que celui ou celle qui se pose des questions sur des concepts comme démondialisation, mondialisation, financiarisation, libéralisme, néolibéralisme, capitalisme, État, souveraineté nationale, souveraineté du peuple, etc. Je pourrais en rajouter, en fait, qui sont des mots qui sont utilisés tous les jours par les médias, tous les jours par la radio, tous les jours par les télévisions, hein, et après on dit le peuple est trop bête pour comprendre, c'est trop conceptuel pour le peuple. Alors si le peuple est trop bête pour comprendre ça, pourquoi on lui bassine les oreilles avec ça? Nous prétendons que le peuple a bien compris et qu'il a même compris avant les élites politiques. Voilà. Et c'est pour cela que nous espérons que nos candidats sont le reflet de ce qu'est le peuple aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.